Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Pour la première fois, une professeure s'est retrouvée au tribunal pour harcèlement sur une élève. Suite au procès de la mort d'Evaël, nous reviendrons sur la souffrance en milieu scolaire avec Emmanuelle Piquet, grande spécialiste du sujet. Ce sera en première partie d'émission. Sensibiliser au dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale, une maladie que vous ne connaissez peut-être pas, mais aux conséquences dramatiques, dont viendra nous parler la vice-présidente de l'association Éclat. On la recevra en seconde partie de notre émission, mais tout de suite place à l'actualité du jour avec Shirley Adelaide. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, une résolution a été présentée au Sénat aujourd'hui pour lutter contre le phénomène des enfants sans abri. Et oui, chaque soir, ce sont plus de 2000 enfants qui se retrouvent sans un toit au-dessus de leur tête selon le dernier baromètre de l'UNICEF. Un chiffre qui aurait plus que doublé en 3 ans selon l'ONG. Et aujourd'hui, les enfants n'ont jamais été aussi nombreux à dormir dans la rue en France. Pour tenter d'en finir avec ce drame, les sénateurs se sont penchés aujourd'hui sur une résolution portée par le communiste Yann Brossa. Selon ce sénateur interviewé par le journal L'Humanité, je cite, « Notre société a fini par s'habituer au fait que les enfants dorment dans la rue alors que ça aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Cela traduit une forme de décivilisation, de déshumanisation de la société française. Il me paraît donc indispensable d'en faire un sujet de débat politique. » Fin de citation. L'objectif de la résolution est de créer des logements d'urgence pour les familles car ceux qui existent déjà sont saturés. Alors les associations tentent évidemment de ne pas laisser ces enfants à la rue, comme Utopia 56 qui agit dans toute la France et qui héberge ces enfants chez des particuliers volontaires ou dans des lieux qui lui sont prêtés. Mais elle ne parvient pas, cette association, à s'occuper de tout le monde. En témoigne, il y a 5 jours encore, ce post sur X d'Utopia 56. Hier, 195 personnes sans abri, dont 54 enfants étaient présentes à notre permanence à Paris. Toutes cherchaient une solution pour ne pas passer la nuit dehors. Notre réseau d'hébergement solidaire est à saturation et nous n'arrivons plus à répondre à toutes les demandes. La résolution examinée en cette fin de journée au Sénat devrait être adoptée par la Haute Assemblée. Nous aurons bientôt la confirmation. Ils étaient enfants et ils ont subi des violences physiques ou sexuelles pendant leur scolarité dans des établissements privés catholiques. Leurs paroles continuent de se libérer partout en France, Shirley. Après Notre-Dame de Bétharram, Notre-Dame de Garaison, le collège Cendrillon à Dax ou encore le collège Saint-Pierre au Relais-Quéruon dans le Finistère, c'est maintenant l'établissement Sainte-Croix-des-Neiges en Haute-Savoie qui est visé par des dénonciations. Au moins 14 hommes ont fait savoir via un groupe Facebook qu'ils avaient été victimes de violences sexuelles ou physiques dans ce collège-lycée autrefois réservé aux garçons. Selon eux, les faits se sont déroulés entre les années 1960 et 1990. Des faits qui ont été assez rapidement signalés au parquet de Thonon-les-Bains par le diocèse d'Annecy. Un diocèse qui met en place depuis plusieurs années déjà une cellule d'écoute pour accompagner les victimes d'abus. Michel Henry fait partie de ceux qui les écoutent, justement. Hier, il a reçu l'appel d'un autre ancien élève de Sainte-Croix-des-Neiges. Écoutez-le. On a une première personne qui nous a appelé, qui a été victime, selon ce qu'il nous a dit, des violences sexuelles dans les années 2008-2011. Plus récemment que les faits qui sont cités par la plupart des victimes. Ça sera a priori un autre auteur, mais on n'a pas encore rencontré la victime. On préfère rencontrer les personnes plutôt que de commencer un échange par téléphone. On évite de faire raconter plusieurs fois parce que c'est difficile pour les victimes déjà de dire ce qu'ils ont vécu. Donc si on commence à en parler par téléphone et qu'on recommence après dans un entretien, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors il y a toujours la possibilité de porter plainte, même si les auteurs sont décédés. Et puis, il y a également en parallèle la possibilité de contacter l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, donc au sein de l'Église catholique, pour obtenir la reconnaissance de leur statut de victime et également leur apporter une réparation, et en particulier une réparation financière. Un collectif regroupant les victimes est en train de se structurer et une enquête est en cours, a confirmé le procureur de la République de Thonon-les-Bains. Enseignement supérieur à présent face aux coupes budgétaires prévues par la loi des finances 2025 et suite à la mobilisation du 11 mars contre l'austérité dans les universités, eh bien des enseignants-chercheurs de la Sorbonne Paris 1 redisent leur inquiétude dans une tribune Paris hier sur le site du Nouvel Obs. Nous n'avons plus les moyens d'assurer nos missions d'université publique, assure-t-il. D'après eux, une nouvelle étape a été franchie en janvier 2025 puisque suite à la mise sous tutelle de Paris 1, c'est le recteur de l'Académie de Paris qui a arrêté pour l'université
l'université un budget exécutoire pour l'année 2025, imposant une réduction drastique de 13 millions d'euros qui se traduit par une chute de près de 50% dans les budgets de fonctionnement et d'investissement. C'est dans ce contexte que depuis lundi, le département de sciences politiques de la Sorbonne Paris 1 s'est mis au chômage technique. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de tels coups de rabot dans le budget d'une université publique? Antoine Vaucher est directeur de recherche au CNRS. Il est également directeur du Centre européen de sociologie de sciences politiques, une unité de recherche rattachée entre autres à l'université Paris 1. Il était au micro de France Culture ce matin. Ces coupes budgétaires, ça peut paraître parfois un petit peu abstrait. En l'occurrence, ici, il s'agit de 13 millions d'euros pour l'université Paris 1. Mais quand on descend un petit peu dans les laboratoires, dans les bibliothèques, dans les écoles doctorales, en fait, ça veut dire très concrètement ne pas avoir les moyens d'acheter des livres ou de s'abonner à des revues, ce qui est tout de même le minimum pour se tenir au courant de l'actualité de la recherche. Ça veut dire aussi ne pas pouvoir financer pour les doctorants l'accès à des terrains proches ou éloignés. Ça peut aussi vouloir dire, pour les laboratoires, ne pas pouvoir organiser de colloques ou participer à des colloques internationaux. Donc, grosso modo, ça veut dire aussi, finalement, produire une recherche en mode dégradé, en quelque sorte. Et finalement, ceux qui vont payer le prix en premier de ça, bon, ce sont nos doctorants, la jeune recherche, et puis aussi, évidemment, nos étudiants, qui seront moins confrontés, je dirais, à des savoirs et à des connaissances qui sont à jour, en quelque sorte, des problèmes du monde. Pour rappel, la loi de finances 2025 prévoit au total 1 milliard d'euros de moins que l'année précédente pour l'enseignement supérieur et la recherche, doté d'un budget total de 31,3 milliards d'euros. Université toujours, mais côté États-Unis, d'où le monde de la recherche et l'éducation est plutôt malmené en ce moment. Et c'est une nouvelle qui fait plaisir à entendre. La prestigieuse université d'Harvard se rend plus accessible aux élèves issus de familles modestes. Oui, car elle a adopté un nouveau programme d'aide financière. À partir de la rentrée 2025, exit les frais de scolarité pour les étudiants de premier cycle dont la famille gagne moins de 220 000 $ par an. Pour info, et oui, nous sommes aux États-Unis quand même, les frais de scolarité s'élève à 56 550 $. Et si le revenu annuel de ces familles est inférieur à 100 000 $ cette fois, alors la scolarité sera entièrement gratuite pour l'étudiant ou l'étudiante. Même les dépenses en matière de logement, de nourriture, de santé, les frais de déplacement seront couvertes par l'école. Il faut savoir qu'une année à Harvard, frais de scolarité et dépenses liées à la vie d'étudiants compris, c'est plus de 80 000 $ par an. Et dans ce contexte, le président de l'établissement, Alan Garber, l'affirme: rendre Harvard accessible financièrement à un plus grand nombre de personnes élargit la diversité des parcours, des expériences et des perspectives pour tous nos étudiants. Une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. L'an passé, l'école était entièrement gratuite pour les étudiants dont les parents gagnaient 85 000 $ ou moins. En 2025, plus d'étudiants seront donc susceptibles de bénéficier de cette gratuité. Retour en France et direction le Pas-de-Calais, au collège Monsigny dans le village de Fauquemberg. Un professeur s'appuie sur la célèbre émission Koh-Lanta pour faire court. Oui, ce sont nos collègues du Parisien qui sont allés à sa rencontre. Olivier Josse est un grand fan de l'émission des naufragés, nous raconte-t-il. La nouvelle saison, baptisée La Revanche des 4 terres, diffusée tous les mardis soirs sur TF1. Le professeur en fait son miel avec ses élèves de 6e. Il enseigne la géographie en parlant des Philippines et de ses volcans. Il trouve aussi de quoi illustrer la thématique habiter en bord de mer, habituellement abordée par le programme de l'année quand il ne fait pas d'éducation civique, car pour lui, on retrouve plein de notions qui font écho à cette discipline dans Koh-Lanta, notamment les rivalités jeunes-vieux ou les différences entre les hommes et les femmes dans la société. Une approche qui semble très très appréciée par ses élèves, et ce depuis plusieurs années, puisqu'il y a 3 ans, le professeur se servait de l'émission Pékin Express pour parler des milieux désertiques versus les milieux urbains. L'émission se déroulant à l'époque du Kyrgyzstan à Dubaï. Preuve que les programmes de divertissement n'ont pas seulement de beaux jours devant eux à la télévision, mais aussi, plus étonnamment, dans les salles de classe. Virginie. Pourquoi pas. C'est mercredi aujourd'hui, et au cinéma, c'était jour de sortie de Blanche-Neige, réalisé par Marc Webb, une adaptation en film du dessin animé, déjà sous le feu des critiques. Oui, ce remake des studios Disney avait déjà été épinglé par des critiques conservatrices quand l'idée du projet avait été rendu public en 2021, notamment parce que le rôle principal allait être attribué à Rachel Zegler, de mère colombienne et de père
polonais et ce choix avait été dénoncé comme woke. Oui, je suis Blanche-Neige, non, je ne blanchirai pas ma peau pour le rôle, avait répondu l'actrice à l'époque. Aujourd'hui, une fois le film dévoilé, ce sont plusieurs motifs traditionnels, pas forcément respectés dans cette nouvelle version du conte, qui n'ont pas plu aux fans de la première heure, comme par exemple la suppression des nains et dans le titre et dans le film où ce sont plutôt des gnomes créés par des ordinateurs et non pas joués par des humains. Cela aurait d'ailleurs heurté la communauté des acteurs atteints de nanisme. On regarde un extrait de la bande-annonce. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Ma reine, tu es d'une beauté sans pareille. Mais il y a une personne dont la beauté rayonne de l'intérieur. Blanche-Neige. Elle est aussi pure que la neige. Mes parents m'ont toujours dit que cette forêt était enchantée. Il y a quelqu'un ? Attendez! C'est une humaine? Vous pensiez que j'étais quoi ? Rien. Un fantôme. Et dans le rôle de la sorcière, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Gal Gadot. Blanche-Neige est donc actuellement au cinéma. On verra bien si ce bad buzz va booster ou plomber le nombre d'entrées. Et pour la petite anecdote, puisqu'on parle de 7e art, aujourd'hui, on fête les 130 ans du cinéma, Virginie. Merci beaucoup, Shirley. Élèves harcelés par d'autres élèves, mais aussi élèves harcelés par des professeurs, alors que les violences entre jeunes font l'objet d'un plan ministériel et que les chiffres de la santé mentale restent toujours très alarmants en milieu scolaire. Et bien, nous avons décidé de faire un point avec une spécialiste des violences en milieu scolaire. On reçoit tout de suite Emmanuel Piquet. Emmanuel Piquet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravie de vous vous recevoir sur le Grand JT. Vous êtes thérapeute spécialiste des souffrances en milieu scolaire et on sait, Dieu sait qu'il y en a. Vous êtes aussi à l'origine des centres de consultation 180 degrés et à l'intérieur chagrin scolaire. La semaine dernière a débuté le procès de cette enseignante qui a été mise en cause dans le suicide de la petite Evaëlle. Petite parce que je crois qu'elle avait à peine 11 ans, il me semble. Elle aurait été harcelée par elle jusqu'à son donner la mort. C'est la première fois qu'une professeure d'un établissement est jugée pour harcèlement sur un élève? De façon individuelle, je crois. Je pense qu'il y a eu des équipes éducatives, enfin des établissements en tant que personnes morales qui ont été mis en cause. Mais je crois que là, c'est la première fois, en effet, qu'un enseignant, de façon individuelle, est incriminé. Il n'y a pas de mots, en effet. Hein. Une petite fille de 11 ans qui se suicide. Enfin, je veux dire, on ne sait même pas en parler, tellement c'est affreux. Après avoir lu pas mal de choses sur ce sujet, en fait, je pense que c'est important de rappeler que le harcèlement, en milieu scolaire comme ailleurs d'ailleurs, hein, puisque le harcèlement en milieu conjugal, ça répond exactement aux mêmes structures relationnelles, le harcèlement en milieu professionnel aussi, c'est une escalade en fait complémentaire entre un enfant, en l'occurrence Evaëlle, qui est de plus en plus en position basse, recroquevillé, sous emprise, et puis de l'autre côté de cette relation totalement dysfonctionnelle, un enfant ou un adolescent entouré d'une meute, ricanante la plupart du temps, qui, lui, est de plus en plus en position haute, d'emprise, de toute puissance. Ce qu'on constate, nous, en fait, c'est que dans ces enfants harcelés, il y a une grande majorité d'enfants qui, en effet, sont de plus en plus dans l'évitement, qui essayent de ne même plus croiser le regard de leur harceleur, qui sont vraiment, qui essayent le plus possible d'éviter. C'est la grande majorité des enfants harcelés. Et puis, il y a une petite minorité qui, elle, explose, en fait, littéralement, au moment des faits de harcèlement. Donc, qui explosent de façon un peu infantile, quoi, d'une certaine manière, parce qu'ils en peuvent plus, en fait. Hein. Donc, ils craquent, ils se mettent à éructer, à hurler des gros mots, parfois, à pleurer, à devenir tout rouge, enfin. Et moi, j'ai vu des situations où il y a des classes entières qui se mobilisaient, en fait, pour obtenir ça, en fait, hein, qui est une autre forme de réaction. Oui, de harcèlement et puis de réaction au harcèlement. D'après ce que je crois comprendre, Evaëlle, elle était plus dans cette minorité-là. C'est-à-dire que, du coup, elle avait tendance à exploser, je pense, de façon incontrôlée, hein, ce qui montrait terriblement sa souffrance, et que cette enseignante n'a pas compris, du coup, que c'était une escalade complémentaire. Elle a pris ça pour une escalade symétrique. Vous ne justifiez pas la réaction de l'enseignante? Non, je ne suis pas du tout en train de la justifier. Voilà. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que, en fait, ce qu'elle a fait, cette enseignante, d'après les éléments qu'on a, c'est qu'elle a voulu faire une sorte de médiation. La médiation, c'est quelque chose qui est une méthode qui est parfois préconisée au sein de l'éducation nationale, mais plus dans des cas, justement, de différents entre élèves. Vous voyez ce que je veux dire? Où chacun a le pouvoir à un moment donné. Pas du tout cette escalade complémentaire. Le problème, c'est qu'en faisant ça, parce qu'elle n'avait pas
compris, à mon avis, que c'était une escalade complémentaire, eh bien, elle l'a mise en scène, en fait, cette escalade complémentaire, au sein de la classe. Et donc, elle l'a amplifiée, sans le vouloir, je pense. Je ne pense pas qu'elle l'ait voulu. Et elle l'a, d'une certaine manière, autorisée. C'est là où c'est en effet très problématique. Alors, très problématique, bien plus que ça, effectivement, puisque ça donnait la mort, cette petite Évaëlle. Vous dites effectivement qu'il y a ce rapport de force, en tout cas cette volonté d'être médiateur dans l'histoire. Mais c'est vrai que se pose cette question de la médiation et donc, du coup, peut-être de la formation aussi des professeurs. Parce que on voit bien que, manifestement, la médiation n'a pas fonctionné, qu'elle n'a pas réussi à avoir les bons mots. En tout cas, certainement pas pour pouvoir apaiser Évaëlle, ni sa famille. Donc, quelle est la situation en fait? Est-ce que ces professeurs aussi se retrouvent complètement démunis? Et peut-être se pose la question, pardon, il y a plusieurs questions en une, mais aussi la question de savoir si, peut-être c'est de croire que les enseignants sont toujours du bon côté, finalement. Ça peut arriver aussi d'avoir des enseignants défaillants. Oui, ça peut parfaitement arriver d'avoir des enseignants défaillants, comme à peu près dans toutes les professions du monde. Il y a des psychopathes partout, donc on ne va pas dire que tout à coup les enseignants en sont exempts. Mais en effet, je pense que c'est vraiment aussi une histoire d'impuissance de ces équipes éducatives qui se retrouvent face à des situations extrêmement complexes d'un point de vue interactionnel, qui sont absolument pas formées, il faut être très clair là-dessus, et qui du coup font un peu comme ils sentent, comme ils peuvent. Et parfois, ça crée vraiment des choses absolument dramatiques, parce que je pense qu'on n'a pas une analyse suffisamment fouillée de ce phénomène. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui, en effet, génère énormément d'émotions, ce qui est logique, parfaitement écologique, même d'une certaine manière. Il faut qu'on soit tous très indignés. Mais ça ne suffit pas, en fait, les émotions. Les bons sentiments, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir, en effet, une vision, je dirais, un peu étayée par des sciences humaines pour regarder ce phénomène, pas seulement par des émotions et par de vagues croyances en fait sur les relations. Et notamment, ce que je crois et qui est un impensé, parce que je sais que c'est douloureux de l'entendre, mais au moment où il harcèle, comme on en a déjà parlé ici, l'enfant harceleur, il éprouve du plaisir. C'est son émotion. Tous les témoignages dans ce sens, lorsque en effet les faits de harcèlement sont arrêtés et qu'on interroge d'anciens harceleurs, ils expliquent à quel point ça crée quelque chose de l'ordre de l'euphorie totalement narcissique. Mais là, on parle à l'enfant. C'est pareil pour un adulte? Mais c'est pareil pour un adulte, absolument. Je veux dire, et d'ailleurs, les enfants qui ont éprouvé ce plaisir-là extrêmement narcissique, avec une espèce de réputation qui se crée, qui est de plus en plus positive, parce que paradoxalement, le cercle vertueux, entre guillemets, dans lequel ils sont eux, c'est que ils peuvent harceler parce qu'ils ont une réputation un peu de leader, un peu de bonhomme, quoi, vous voyez, et que, du coup, le fait même de harceler augmente cette réputation. Et donc, en fait, d'une certaine manière, ça tourne comme ça se nourrit, en effet, exactement. Et le problème, comme vous le dites, c'est qu'en effet, à partir du moment où il n'y a rien qui vient, d'une certaine manière, créer une conséquence un peu désagréable sur ce cercle vertueux de leur point de vue, je mets tous les guillemets du monde, eh bien, ils font l'apprentissage que la violence, la cruauté, l'agressivité, ça a de l'impact, ça génère des résultats positifs. Et donc, ils vont continuer plus grand. Moi, nous sommes chez A180°, on est référent santé au travail, et on reçoit beaucoup d'adultes qui sont dans des situations similaires sur un plan professionnel et qui commencent la consultation en disant « depuis toujours, en fait, il m'arrive ça ». Donc, je crois que c'est vraiment extrêmement important qu'on puisse, au contraire, pour encore une fois rééquilibrer cette escalade complémentaire, se mettre à côté des enfants harcelés pour leur redonner du pouvoir sur cette relation, pour que, dans le même temps, eh bien, l'enfant harceleur baisse aussi, lui, dans cette relation dysfonctionnelle. Et c'est pas du tout ce qui est, pour l'instant, envisagé. Mais quid du professeur harceleur, puisque ce serait possiblement, effectivement, la situation, on parle encore d'un jugement, du coup, une mise en cause pour l'instant, donc le jugement n'est pas fait. Mais si tel est le cas, est-ce que ça voudrait dire qu'aussi d'autres adultes, donc professeurs, corps enseignants, vie éducative, auraient fermé les yeux sur les agissements de cette enseignante? Je crois que c'était une enseignante, d'après ce que je comprends, qui était extrêmement maladroite dans ses interactions, d'après ce que je comprends. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il y a aussi 2 autres enfants qui se sont plaints de propos harcelants, en tout cas, de propos très humiliants de sa part. Et donc ça n'est pas tolérable. Parce que, en effet, à partir du moment où on fait ça, en tant qu'enseignant, je le redis, on soutient en fait cette escalade complémentaire. On devient un allié des harceleurs, objectif. Je ne crois pas qu'elle l'ait voulu, je ne crois pas ça, je n'arrive pas à me l'imaginer, mais je crois que c'est ce qui s'est passé au fond, en conséquence.
Est-ce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment assez aussi à ces profs qui lâchent prise, qui sont complètement perdus, qui sont dans une souffrance aussi à bout et qui, ce n'est pas pour justifier encore une fois, hein, mais qui pètent les plombs, quoi. Mais moi, je crois que la souffrance des enseignants, c'est encore une fois un impensé aussi. C'est un sujet qui est absolument fondamental. Ça a longtemps été un tabou, hein, la souffrance des enseignants. On ne parlait pas de cette souffrance-là. C'est une souffrance un peu honteuse d'ailleurs, parce que voilà, ils m'expliquent, moi, en consultation, que quand ils arrivent en réunion de famille et qu'ils disent, voilà, j'en peux plus avec ma classe de moyenne section de maternelle ou de troisième, on leur dit souvent, et sinon les vacances de la Toussaint, tu les as bien préparées, ça se passe bien. Donc en fait, il y a quelque chose de très honteux, je veux dire, à moins d'être marié soi-même à un enseignant, c'est pour ça qu'ils se marient entre eux, non je plaisante, c'est une blague, à moins d'être marié à un enseignant, c'est difficile à comprendre en fait ce qui se passe dans une classe. Alors je pense que, voilà, on s'est bien rendu compte avec le Covid que c'était pas très, très facile, en fait, hein, comme métier, que c'est très facile de donner des leçons, de juger, etc. Mais je crois qu'ils sont profondément démunis et qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus. Moi, je trouve que, notamment, ça manque énormément d'analyse de pratique. C'est une des seules professions où il n'y a pas d'analyse de pratique. Vous dites aussi, avant que ces professeurs ne sont pas formés, pourtant le programme phare existe. L'année dernière, c'était quand même le grand cheval de bataille, le harcèlement à l'école. On n'en a plus trop entendu parler cette année. Est-ce que c'est une façon de croire que le sujet est réglé? Manifestement, avec cette affaire, si je puis dire, Eva, on voit bien que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'on a l'impression que, maintenant qu'on a mis un programme en cours, en marche, que la mesure est là, c'est de côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'en effet, pour vraiment entreprendre ce sujet de façon efficace, il faut vraiment beaucoup de courage politique. Ça veut dire qu'il faut, en effet, former, je pense, moi, 2 référents par établissement qui soient vraiment extrêmement solide, extrêmement autonome. Former tout le monde à la gestion du harcèlement, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est un sujet qui nécessite une bande passante émotionnelle extrêmement large, des compétences, des gestes techniques vraiment extrêmement compliqués. Et donc, on ne forme pas en 2 jours ou en 4 jours, comme on le fait là, des gens au harcèlement. Moi, je crois que donc, il faut vraiment qu'il y ait 2 personnes totalement autonomes et surtout évalués comme tels par les élèves, c'est-à-dire évalués comme étant des adultes en qui on peut avoir confiance pour gérer ce genre de situation. Je vous rappelle ce chiffre qui est quand même glaçant pour moi, c'est le plus glaçant. Il est sorti il y a 2 ans maintenant dans une thèse parue au PUF sur justement la réputation à l'école par Margot Déage. Et ce chiffre qu'elle a identifié, c'est que 64% des collégiens considèrent que les adultes ne savent pas gérer les situations de harcèlement. C'est un échec retentissant. Au regard de tout ce qui a été mis en place en termes d'investissement de temps, d'argent, etc., c'est un échec absolu. Une perte de confiance finalement des élèves, des enfants vis-à-vis des adultes en général. Absolument, des adultes en général. Et je crois qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, ce qui se passe, et nous, on reçoit grosso modo 40% de nos consultations sur ce sujet en ce moment, ce sont des enfants qui ne sont pas harcelés de façon explicite, avec des mots, mais qui sont plutôt invisibilisés, qui sont plutôt mis à l'écart de façon assez peu hostile finalement, mais très indifférente. Et au fond, la souffrance est absolument terrifiante, d'être comme ça mis au banc de la micro-société à laquelle on souhaite appartenir. Et je pense que c'est un peu le résultat de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en voulant moraliser, en voulant menacer de sanctions, en voulant faire que ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il ne faut pas imaginer qu'en sanctionnant ou en moralisant, on va arrêter les choses. Il faut le faire, mais il faut faire d'autres choses. Il faut aussi étayer l'enfant harcelé pour qu'il puisse sortir de ce cercle vicieux. Parce que du coup, on a considéré qu'on avait libéré la parole. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette phrase. C'est-à-dire que je trouve que la parole s'est très libérée au niveau des adultes, mais c'est l'omerta totale au niveau des collégiens en ce moment. Oui, et notamment des élèves harceleurs. Vous en avez beaucoup parlé aussi, de s'occuper d'eux, puisque finalement, ce sont eux qu'il faut prendre en compte, puisque ce sont eux qui menacent d'autres enfants éventuels. Et c'est vrai qu'on les laisse de côté, on les change d'établissement pour les remettre dans d'autres établissements, pour qu'ils harcèlent d'autres enfants. Finalement, le problème ne se résout jamais. Alors... comment dire, moi je trouve qu'on s'en occupe beaucoup des harceleurs en fait. Ah oui, oui, moi je trouve qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que je trouve que toutes les modalités d'intervention, tout ce qui est résolutoire en matière de harcèlement, va se concentrer sur le harceleur. On ne lui parle qu'à lui, en fait. Le harcelé, on l'écoute, nous expliquer ce qui s'est passé, puis après, c'est avec les harceleurs qu'on va travailler. Des gens dont je rappelle qu'ils éprouvent du plaisir, comme je vous le disais, qui se sécurisent aussi en harcelant. Et donc, je pense qu'ils n'ont aucune raison de changer. J'ajoute que quand, en effet, un enfant harceleur, on le change d'établissement, déjà, je me demande quel est
quelle est la réaction du chef d'établissement suivant. En fait. Si on lui envoie les enfants harceleurs, je ne sais pas comment il réagit, certes. Est-ce qu'il est au courant déjà ? Je pense qu'il y a quelque chose qui se dit. Mais surtout, nous, ce qu'on constate, c'est que les enfants harcelés nous racontent qu'une fois que le harceleur en chef et son adjoint, éventuellement d'autres, sont exclus de façon définitive, le harcèlement continue, repris en charge par d'autres, qui se servent de l'exclusion des autres pour amplifier le harcèlement. Donc ça n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur cette interaction qui est dysfonctionnelle, on essaye de travailler sur les gens en essayant de les changer. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est la relation dysfonctionnelle qu'il y a entre ces deux personnes. Et là, on parle en présentiel, sachant qu'il y a la problématique des réseaux sociaux. Donc ça veut dire du harcèlement qui continue en dehors de la vie scolaire. Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose qui maintenant est très documenté, parce que j'avais l'impression d'être un peu seule à dire ça depuis longtemps par intuition clinique, donc c'est empirique, mais ça y est, c'est documenté par Benoît Galland, qui est la référence en matière de recherche sur le harcèlement scolaire, et qui explique qu'en fait, les enfants, et c'est ce qu'on constate en consultation, se plaignent très peu de faits de cyberharcèlement. Ça n'est pas le sujet, le cyberharcèlement. Et je pense qu'on confond, dans les médias et ailleurs, c'est pas du tout un reproche que je vous fais, mais je pense qu'on confond la violence la cyberviolence, la violence sur Internet et le harcèlement. C'est pas du tout la même chose. Bien sûr qu'il y a de la violence sur Internet, c'est évident, mais en revanche, cette imagerie de nos enfants qui seraient poursuivis par des meutes hostiles sur les réseaux, c'est une invention adulte, en fait. Le harcèlement qui s'opère à l'école, dans la classe, entre un élève harcelé et son ou ses harceleurs, une petite équipe, ne continue pas sur les réseaux ensuite ? Continue parfois sur le groupe WhatsApp, mais de la classe. Ouais, Snapchat ou autre. Mais surtout sur le groupe WhatsApp de la classe. Donc, c'est-à-dire que c'est la classe, en fait. C'est rien d'autre que la classe, mais numérique. Et non, en fait, ça continue assez peu. Ce qui se passe, en revanche, c'est qu'il peut y avoir des actes de violence extrême sur les réseaux, mais plutôt par des inconnus. Vous voyez, par des gens qui, tout à coup, s'agglomèrent pour, en effet, se moquer de quelqu'un. Mais le harcèlement tel qu'il est défini, c'est-à-dire quelque chose d'élaboré par des gens, des enfants en l'occurrence ou des adolescents, pour vraiment en enfoncer un autre et le faire souffrir, c'est vraiment très in real world. Et quand c'est, je vous dis, on a 3 à 4% nous de cas où il y a ce double harcèlement, donc à la fois in real world et à la fois sur les réseaux, c'est sur le groupe WhatsApp de la classe. Donc en fait, il se passe la même chose, sauf que ça se passe via écran interposé. Et comme le dit la défenseure des droits tout à fait justement, il faut bien comprendre que quand il y a en effet du harcèlement en ligne, c'est juste une caisse de résonance. Je ne dis pas que c'est pas horrible, j'entends bien que c'est affreux. Mais je trouve que c'est un peu pratique aussi d'expliquer que les grands méchants, c'est TikTok, c'est Snapchat. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, pas vous, bien entendu pas vous, mais quand même. Je pense que politiquement, c'est très pratique de dire que ce sont vraiment les méchants réseaux sociaux qui font ça. Je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus incarné, en fait. Alors justement, beaucoup plus incarné, vous disiez quelque chose de très important avec ce chiffre, 64% des enfants, effectivement, qui pensent qu'ils n'ont pas confiance finalement en adultes, qui ne sont pas entendus, ils n'ont pas de référents à qui ils peuvent se confier. Ça veut aussi dire que donc il y a un problème de confiance. Est-ce que c'est cette société justement qui est complètement désincarnée, qui déteint sur l'école aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'école qui crée cela ? Quel est votre point de vue sur la question ? Mais moi, ce que je crois, en tout cas en matière de harcèlement en milieu scolaire, c'est que les enfants n'ont plus confiance parce qu'ils ont vu que ce que faisaient les adultes n'avait pas d'impact, si ce n'est un impact amplificateur. Et donc, ils ont très peur. On sait aujourd'hui, une des dernières études sur le sujet nous montre que, certes, 50% des enfants et des adolescents en parlent à leurs parents des faits de harcèlement, mais la moitié de ces 50% en parlent plusieurs années plus tard. Ça veut donc dire qu'il n'y a que 25% des enfants qui en parlent à leurs parents. Donc c'est pas parce que les parents n'incarnent pas quelque chose de positif, bien au contraire. La plupart du temps, ils ne le font pas parce qu'ils veulent protéger leurs parents. Ouais. Parce qu'ils ont une relation très forte avec eux et qu'ils sentent que vous êtes cette jeune génération de parents très inquiète, en fait, de ces faits de harcèlement. Beaucoup plus que les générations antérieure. Oui, aujourd'hui on en parle, on n'en parlait pas avant. On en parle et puis on est très inquiet. Je veux dire, le nombre de patients à qui je dis arrêtez de poser tous les soirs la question comment ça s'est passé à l'école ? Est-ce qu'on a été gentil avec toi ? Parce qu'on met un projecteur sur quelque chose qui du coup va inquiéter les enfants, du coup va les mettre dans une posture de vulnérabilité qui, à mon avis, n'est pas du tout bonne. Et donc, je crois qu'ils n'en parlent pas aux parents dans un premier temps. Enfin, c'est pas que je crois, je le constate en clinique. Parce qu'ils ne veulent pas vous inquiéter, ils ne veulent pas vous faire de peine non plus, ils sentent que ça va être très douloureux, et aussi parce qu'ils ont très peur de ce que les adultes vont faire de cette information.
Parce qu'ils savent que les adultes vont être dans leur monde d'adultes à regarder ça de très haut avec leur regard un peu myope et qu'ils risquent de, en effet, créer des conséquences tout à fait amplificatrices. Et bien, notamment cette adulte enseignante, en l'occurrence, qui n'avait pas manifestement trouvé les mots et qui a eu une attitude plus que dramatique. Vous parliez de distinction entre harcèlement et violence ordinaire, violence entre les jeunes. On peut dire un petit mot justement de ces violences-là. On parle de plus en plus d'attaques au couteau, ou en tout cas de formes d'attaques avec des armes entre jeunes, en dehors de l'école, en milieu scolaire, certes, avec des violences verbales, mais en tout cas en dehors de l'école. Est-ce que c'est un constat que vous faites, vous aussi, à travers vos différentes consultations, ou est-ce que c'est encore une fois des fantasmes médiatiques? Non, je ne parle pas de fantasmes médiatiques. Non, je pense que clairement, il y a une violence chez les mineurs, d'après ce que j'en comprends, même si c'est pas ma spécialité. Je crois que aussi, on est dans un moment où vraiment ce métier d'enseignant est extrêmement compliqué parce que on a à la fois des enfants qui peuvent être violents, comme on l'a dit, des adolescents qui peuvent être violents, et c'est difficile à gérer pour la population adulte d'une manière générale. Donc non, je ne crois pas que ce soit un fantasme, mais je ne crois pas non plus que le tout répressif soit forcément la bonne réponse. Il y a le harcèlement dont on vient de parler longuement, bien sûr ces violences dont on parle aussi en dehors et à l'école. Et puis il y a toutes ces affaires dramatiques aussi qui sont sorties, notamment l'affaire Betaram, qui se passe au milieu aussi du système scolaire. Est-ce que c'est encore une fois une prise de conscience d'un autre niveau, une autre forme de violence supplémentaire qui a été longtemps écartée, longtemps mise sous silence? Complètement, ça a vraiment été longtemps mis sous silence, avec cette idée un peu étrange pour un certain nombre de personnes, en tout cas cette vision du monde, que violenter un enfant, que ce soit sexuellement, ou que ce soit physiquement, ou que ce soit psychologiquement, ça n'était pas si grave. C'est quand même une vision du monde qui a présidé dans une partie de la population adulte, et je crois qu'il est temps en effet de se rendre compte que c'est absolument dramatique. Toute violence faite à un enfant ou à un adolescent, c'est quelque chose de dramatique pour le reste de sa vie. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de conscience très claire à faire à ce niveau-là. Alors ne pas dire à son enfant comment ça s'est passé aujourd'hui, est-ce que ça va, je l'entends, mais comment faire aussi pour lui dire voilà ce qu'est une violence, voilà ce à quoi il faut que tu fasses attention, ce sur quoi tu dois être vigilant. Comment justement aborder de la meilleure façon cette problématique des violences en milieu scolaire? Mais moi, je crois qu'il faut se servir de ce qu'il ramène de l'école. Quand il dit, voilà, il s'est passé ça, ou il s'est passé ça, il faut savoir, en effet, décortiquer avec lui ce qui s'est passé, ce qui est de l'ordre de la violence pure, ce qui est de l'ordre de cette escalade complémentaire dont on parle, ou ce qui est de l'ordre plutôt des batailles, parce qu'il y a plein d'autres souffrances à l'école. Il n'y a pas que les souffrances liées au harcèlement. Par exemple, les chagrins d'amitié sont des souffrances atroces, dont on ne parle pas. On se concentre beaucoup sur les chagrins d'amour, mais les chagrins d'amitié, on en a presque tous vécu au moins un, et c'est très douloureux. Et je pense que pouvoir décortiquer avec lui ce qui se passe d'un point de vue interactionnel à chaque fois que quelque chose le trouble ou le fait souffrir, c'est comme ça qu'on va lui apporter les meilleures réponses. Alors, on n'a pas toujours les bonnes questions ni les bonnes réponses en tant que parents. On n'est pas toujours formés non plus à cela. C'est aussi pour ça que des centres de consultation à l'instar de 180 degrés existent. Qu'est-ce que vous proposez quand vous voyez des parents qui sont complètement démunis, qui ne savent absolument pas comment gérer, qui ont a priori un cerveau bien fait, qui veulent juste protéger leur enfant, mais qui sont perdus? Tout ce qu'il faut éviter, c'est quoi déjà? Alors, je n'ai malheureusement pas de mode d'emploi, parce que sinon, vraiment, je pense que je serais... Mais au moins les choses à éviter. Peut-être pas comment faire, oui. mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que, d'une certaine manière, ce qu'on pense, nous, c'est que dans cette escalade, je reviens à cette définition, parce que je pense que c'est à ça qu'il faut s'accrocher, quand on intervient en tant que parent, par exemple des parents qui vont dans la cour de l'école s'approcher de l'enfant qui s'en est pris au leurre en disant « regarde-moi bien ». Et qui lui disent « si tu continues, regarde ce qui va se passer ». Je pense que ça n'est pas une bonne idée. Je pense qu'on a envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me sens visée. On a envie de faire ça tous. C'est une douleur tellement animale qu'on a envie vraiment de faire ça. Et en plus, on se dit que ça va le calmer, le gamin de 4 ans. En fait, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ? Parce que, alors, ça marche si l'enfant fait un stress post-traumatique et part en hôpital psychiatrique après votre intervention. Et donc, de ce point de vue-là, votre enfant est sauvé. Mais la plupart du temps, ça ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettiez un post-it sur le front de votre enfant où c'est écrit « Vas-y, fais-toi plaisir. Sans maman, je ne sais rien faire ». Et ça, c'est pas bon pour lui, vous voyez, pour votre enfant, parce que d'abord, vous lui dites « tu ne sais pas faire ».
puisque sinon maman ne serait pas là si tu savais faire. C'est pas très bon pour l'estime qu'il a de lui-même sur les aspects sociaux, mais en plus on envoie un message implicite au petit harceleur de 3 ans et demi en disant c'est vraiment la bonne personne en fait, parce que t'as vu, il sait pas faire vu que je suis là pour le faire à sa place. Ça veut dire aussi en implicite, dès que j'ai le dos tourné, tu peux recommencer, il y aura pas de conséquences de sa part. Donc moi je pense que dès qu'on commence à se dire je me mets entre mon enfant et le monde pour en effet faire en sorte qu'il ne lui arrive rien de mal, qui est un petit peu une tendance actuelle, vraiment de l'entourer d'édredons moelleux pour qu'il ne se fasse pas mal, ce que je comprends parfaitement. Mais je pense que le problème, c'est que du coup, plus on les protège, moins on les protège en fait, à moyen terme d'une certaine manière. Et moi, je préfère qu'on soit à côté d'eux, je ne dis pas du tout évidemment de les abandonner, mais qu'on soit à côté d'eux et qu'on leur dise tiens, regardons un peu ce qui se passe, tiens, regardons un peu comment tu pourrais répondre quand il fait ça, etc., plutôt que de le faire à sa place. Plein d'autres tips, si je puis dire, en tout cas d'échanges et de très bons articles à retrouver sur 180 degrés. Merci Maëlle Piquet d'être venue sur le plateau du Grand JT, thérapeute spécialiste des souffrances en milieu scolaire. Merci à vous. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Nora Ben Salem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nora. Vous êtes la vice-présidente de l'association ECLA, Ensemble contre l'amyotrophie spinale, dont est atteinte l'un de vos enfants, votre fille Alix, qui a 6 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maladie ? Oui, alors l'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire dégénérative et génétique, ce qui, pour faire très simple en termes de conséquences, peut engendrer le décès des enfants lorsque la maladie arrive très tôt dans la vie, et puis sinon elle peut aussi engendrer un handicap moteur sévère, et puis des difficultés respiratoires, voilà, une vie assez inconfortable pour ce qui est de la motricité.
Alors, vous dites une maladie effectivement génétique. Souvent, on dit qu'elle est rare, mais pas si rare que ça au regard des chiffres, puisque, en fait, une personne sur 40 est porteuse de l'anomalie du gène. Alors, on appelle ça, c'est un jargon effectivement génétique, mais SMN1, qui veut dire survie du motoneurone. Le motoneurone, c'est ce qui commande finalement la contraction des muscles, c'est bien ça ? C'est ça. Quand j'explique ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, j'explique qu'en fait, le motoneurone, c'est comme une voiture qui va se déplacer de votre cerveau, qui va prendre l'information du, par exemple, je veux bouger mon bras, elle va se déplacer jusqu'au muscle et normalement, elle doit se déplacer très très vite. Sauf qu'avec cette maladie, en fait, cette petite voiture va se déplacer progressivement, de moins en moins vite. Et à un moment donné, cette petite voiture, elle va être complètement détruite à cause de la maladie. Donc, l'information ne passe plus. L'information ne pèse plus, en effet. Et donc, si je reprends les chiffres par rapport à la rareté, autant vous dire que donc on est tous concernés, bien évidemment, de près ou de loin, par cette maladie qui est l'amyotrophie spinale. On dit que si les deux parents sont porteurs, en fait, de cette anomalie génétique, eh bien, pas déclarée, donc, comme maladie, mais juste porteurs. Quel est le pourcentage, finalement, d'enfants qui seraient atteints de cette maladie ? Alors, quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui est porteur sain, les deux parents sont porteurs sains, il y a une chance sur 4 d'avoir un enfant atteint de la maladie. Oui, donc c'est effectivement beaucoup au regard effectivement des chiffres et on n'a pas souvent effectivement l'occasion d'en parler lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on est parent. Le médecin ne propose pas systématiquement le dépistage. Non, ce n'est pas proposé systématiquement parce que ça touche à la génétique. Il faudrait faire en fait des tests pendant la grossesse qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut faire par exemple pour la trisomie. La trisomie quand il y a des suspicions de trisomie. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. En revanche, aujourd'hui, mais quand on a déjà un enfant, donc, par exemple ce qui est mon cas, quand on a déjà un enfant dans la famille qui est porteur de cette maladie et qu'on le sait, on nous propose de faire le test lors de la grossesse. Mais pour les familles qui n'ont pas du tout d'antécédents connus, il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais aujourd'hui, il existe un test que l'on peut faire à la maternité, qui peut s'ajouter au test de Guthrie qu'on fait aux nouveau-nés dans les premiers jours de leur vie, après leur naissance, qui permettent de dépister l'amyotrophie spinale. Et là, pour le coup, ça permettrait d'élargir la recherche de cette maladie à tous les petits Français et Françaises qui vont naître à l'avenir. Donc, ce n'est pas fait automatiquement aujourd'hui. Il y a des tests qui sont réalisés, il y a des choses qui avancent. C'est aussi un de nos combats à l'association. On œuvre aussi pour ça, on met notre pierre à l'édifice pour que ce test soit ajouté pour toutes les familles. Oui, parce que ce test dont vous parlez, effectivement, c'est le projet d'EPISMA. C'est bien ça qui a été testé dans le grand test dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je crois pendant 2 ans. C'est un test sanguin, effectivement, fait à la naissance de l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas proposé à tous les enfants, dont on comprend l'importance de ce combat. Vous parlez du dépistage qui a été fait dans le ventre, donc in utero, dans le ventre de la maman. C'était un test qui était fait en général comme une amniosynthèse, c'est ça ? C'est tout à fait ça, tout à fait. Lorsque vous avez donc déjà un enfant ou quelqu'un dans votre entourage qui est porteur de cette maladie, vous pouvez vous vous adresser à un généticien. Alors il y a tout un processus à suivre. Effectivement, on fait une amniosynthèse. Donc par exemple pour mon cas, quand j'étais enceinte de Charles, vers 3-4 mois, j'ai fait ce test et il a fallu attendre quelques jours, quelques semaines, longues semaines, pour avoir la réponse et savoir si lui aussi était atteint ou pas de l'amyotrophie spinale. Il y a des risques. Ah oui, faire ce genre de test, effectivement, c'est un risque. Il y a des risques aussi de fausse couche. C'est aussi très... je cherche le mot que je peux utiliser... C'est assez traumatisant aussi pour la maman qui vit ce genre de test parce que psychologiquement, il faut aussi mettre votre grossesse entre parenthèses parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Ça engendre aussi une décision à prendre. C'est-à-dire si votre enfant est atteint, que faites-vous ? Est-ce que vous poursuivez la grossesse ? Est-ce que vous stoppez la grossesse ? Ça, ce sont des décisions que je pense qu'il faut prendre
avant de concevoir un enfant, quand on sait bien sûr qu'on a cette maladie-là dans la famille. C'est une décision qu'il faut prendre avant, parce que quand on est sur le moment, c'est très difficile d'avoir les idées claires. Et oui, bien sûr, on le comprend très bien aujourd'hui, même si vous êtes très heureuse d'avoir bien entendu Alix, dont je parlais à l'instant, qui est porteuse de cette maladie. Ces tests, donc, ce dépistage qui est fait dans le Grand Est, un dépistage sanguin, mais à la naissance de l'enfant, que permet-il aujourd'hui? Car, comme vous le dites, effectivement, plus on imagine, plus on prend tôt ce type de maladie, évidemment, les risques encourus sont peut-être plus légers ensuite. Tout à fait. Oui, effectivement, il faut savoir que dans cette maladie, l'ennemi, c'est le temps. Parce que plus on avance, plus la maladie a le temps de faire son œuvre, en fait, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, il y a plus on attend, plus il y a de séquelles. Et une fois qu'on commence à avoir des symptômes visibles, c'est compliqué de revenir en arrière et d'espérer une vie entre guillemets normale pour l'enfant qui va recevoir le traitement. Donc l'idée de ce test qui est fait à la naissance, c'est qu'on va faire le test avant même qu'il y ait des symptômes qui apparaissent, pour ensuite proposer un traitement à l'enfant qui pourrait être porteur de la maladie. Et ensuite, contrer en fait tout de suite les effets de la maladie. Et aujourd'hui, on a par exemple dans l'association des familles qui ont pu faire un test à la naissance de leur enfant, constater qu'il y avait bien la maladie, mettre en place un traitement. C'est très récent, mais mettre en place un traitement, et on a des enfants qui se portent plutôt bien, qui marchent, qui courent, ce qui n'est absolument pas le cas d'Alix, par exemple. Oui, alors justement, parlons des conséquences de cette maladie. On parle souvent de problèmes de motricité, puisque c'est lié à cette non-contraction des muscles, mais aussi ça engendre des problèmes de respiration, de troubles de l'alimentation, de la déglutition. C'est cela? Oui, tout à fait. En fait, ça va toucher les muscles. Donc, ça peut aussi toucher tout ce qui va aider à la respiration. Et en fait, certains enfants vont avoir du mal à respirer, ils vont avoir besoin d'aide respiratoire, par exemple la nuit, ou alors du mal à se dégager lorsqu'ils sont enrhumés, du mal à se dégager, et donc ils vont s'encombrer facilement. Donc voilà, là pour la partie respiration, ça peut être ça. Après, ça va être pour tout ce qui est les mouvements du quotidien. Donc par exemple, Alix aujourd'hui, malgré le traitement qu'elle a reçu lorsqu'elle avait 9 mois, c'est-à-dire il y avait déjà eu des symptômes, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas par exemple se lever de son lit, elle n'a pas suffisamment de force pour faire ça, elle va pas pouvoir, déboucher une bouteille d'eau seule ou soulever quelque chose de trop lourd. Ça limite énormément les possibilités physiques en fait, lorsqu'il y a cette maladie qui a pu faire, où il y a des conséquences en fait. Bien sûr, et au-delà des contraintes évidemment par rapport à sa santé et par rapport à son quotidien, on pense aussi à sa scolarité. Est-ce qu'elle arrive à suivre quand même un apprentissage comme les autres enfants? Alors oui, on a réussi à inscrire Alix dans une école publique qui l'accueille très très bien. Les locaux sont vraiment pensés pour un enfant en situation de handicap. Alors c'est quand même une étroite collaboration avec l'équipe enseignante évidemment. On prend énormément de temps pour échanger avec les maîtresses, les ATSEM, puisqu'elle est encore en maternelle. Et puis, il a fallu aussi anticiper son entrée à l'école maternelle, donc en petite section il y a bientôt 3 ans maintenant, parce que Alix a besoin d'une aide pour tous les gestes du quotidien. Ouvrir simplement un stylo, retirer le capuchon d'un stylo, ce n'est pas possible pour Alix. Parce que ça demande trop de force et une certaine dextérité, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Donc, je vous donne cet exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc il a fallu anticiper son entrée à l'école, faire une demande d'AESH. Donc c'est une personne qui va accompagner l'enfant. Donc elle a une DPH, la maison départementale pour les personnes handicapées. Et donc grâce à tout ce qu'on a pu anticiper, elle est très bien entourée à l'école. Tant mieux, je suis ravie de l'apprendre. Vous avez aussi écrit un petit guide, ça s'appelle Mon petit guide. À qui est-il destiné? Plutôt aux enfants, aux parents, à tous ceux qui ne connaissent pas cette maladie?
Alors, il est plutôt destiné aux familles qui sont confrontées à la myotrophie spinale, mais ça peut être aussi destiné aux professionnels de santé, les kinés, les ergothérapeutes, psychomotriciens, mais surtout aux familles, parce que lorsqu'Alix a reçu son traitement, elle faisait partie des premiers enfants qui recevaient ce traitement-là. Avant, l'histoire naturelle, c'était il y a une maladie, on connaît l'issue, au bout des 2 ans, l'enfant risque de décéder. Aujourd'hui, c'est différent, puisqu'elle peut progresser. Il y a l'enjeu du progrès. Et je me suis perdue, je suis désolée. Non, mais c'est ce petit guide, juste un tout petit mot dernier, parce qu'il faut de toute façon qu'on rentre, mais juste ce petit guide qui est à destination des parents, des enfants, pour pouvoir justement sensibiliser à la myotrophie spinale. Voilà, tout à fait. Il est destiné aux familles parce que, en tant que parents, nous, on a envie de faire progresser nos enfants, parce qu'on sait qu'il y a cet enjeu-là. Mais l'idée, c'était de donner des astuces de jeu pour pouvoir faire progresser l'enfant, mais en passant par le jeu. Merci beaucoup Nora Bensalem d'avoir participé au Grand JT et de nous avoir parlé de cette maladie génétique qu'est la myotrophie spinale. Merci, on embrasse Alix et Charles qui sont avec vous. Merci à vous, vice-présidente de l'association Éclat. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Finalement, les pauvres ont peu la place, ont peu droit à la parole, ont peu leur place dans la société. Et effectivement, ça me paraissait absolument insupportable. Mais j'ai compris assez tard qu'elle avait raison. Et surtout, son combat, vous l'avez vu, c'était que je n'ai pas le même sort qu'elle et que par les études, je puisse accéder. Et elle avait raison, les études m'ont permis d'accéder à des mondes, évidemment, que nous n'imaginions même pas, ma mère et moi. Vous rendez hommage en parlant d'études à l'école de la République, mais quand même, avec votre mère, à l'heure des devoirs, c'est pas la République qui fait valoir son autorité, c'est elle, et c'est pas marrant. Ah non, c'est pas marrant. Hein. Alors, dans ma génération, à peu près tous les enfants ont connu ça. Les parents y allaient. Hein. C'était pas on n'éduquait pas un enfant, on le dressait. Et pour ma mère, il y avait, je pense, un enjeu supérieur. C'était vraiment que je puisse être la meilleure toujours. Et donc, quelles que soient les méthodes, c'était ce qu'on appelle les châtiments corporels, les coups, les insultes. Bon, voilà, tout ça, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'était efficace ? Elle vous dirait oui. Elle n'est plus là pour le dire, mais je ne crois pas. Je pense que on peut mieux faire dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, heureusement... Vous ne vous plaignez pas parce que vous ajoutez, à l'époque, je ne savais pas que c'était interdit de battre les enfants. Mais non, parce que tous les enfants étaient battus autour de moi. Et aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui avaient bien pire, qui subissaient des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Et d'ailleurs, plus tard, c'est-à-dire actuellement, dans mes fonctions d'adjointe en charge de la protection de l'enfance et des droits des enfants, j'ai construit un plan de lutte contre les violences physiques, psychologiques, sexuelles, pour pouvoir mieux protéger les enfants et leur permettre de savoir que c'est interdit, parce qu'ils sont protégés par une convention internationale des droits de l'enfant, et leur permettre de savoir surtout à qui ils peuvent s'adresser au cas où il se passe quelque chose d'anormal ou pour eux, pour un de leurs camarades. Michael Bertrand, vous êtes donc l'auteur de ce livre, J'enseigne avec l'IA, un guide pratique de l'IA au service de l'enseignant et de l'élève, publié chez Viber. Vous êtes aussi enseignant et formateur. Alors comment vous vivez d'abord, peut-être pour commencer, une première question, cette arrivée de l'intelligence artificielle à l'école, elle bouleverse déjà notre quotidien, votre quotidien en tant qu'enseignant ? Alors, c'est une arrivée qui bouleverse notre quotidien depuis déjà plus de 2 ans, en fait, maintenant. Donc, pour moi, ça semble être un sujet acté, maintenant, dans nos salles de classe. Alors, même si, évidemment, on voit des évolutions au fil des mois, à la suite de l'arrivée de ChatGPT, les élèves ont mis quand même quelques semaines avant de se rendre compte de l'arrivée de cet outil, avant de comprendre quelles étaient les potentialités à leurs yeux. Et puis ensuite, évidemment, l'année scolaire 2023-2024 a été un bond en avant où on s'est rendu compte que maintenant, c'était un outil qui était rentré sur les téléphones portables de l'ensemble de nos élèves. Et les derniers chiffres qui ont été donnés par notre ministre de l'Éducation nationale montrent qu'a priori, aujourd'hui, 90% de nos élèves utilisent ChatGPT ou une autre IA générative au quotidien. Il faut rénover le bâti. Il faut trouver des budgets, il faut savoir quand on peut le faire. Bien sûr, les grandes vacances, mais souvent ça ne suffit pas, mais ça, on en parlera. Mais justement, dans quelle mesure il faut mettre les enfants dans la boucle et comment ? Alors,
Si on pose un peu de constat, on a 53 000 écoles en France. Collège, école, primaire, lycée. Il y en a 40 000 à rénover dans les 10 ans. Donc le boulot est colossal. On voit qu'il y a énormément d'accompagnement de la part de l'État, de la part de la Caisse des dépôts, par exemple, pour le financement. Mais on n'a pas forcément d'accompagnement, justement, de la population, de la communauté éducative qui habite l'école et qui va devoir subir d'abord l'état vétuste très souvent des bâtiments actuels et ensuite le temps des travaux. L'idée, c'était donc de partir de ce postulat-là pour à la fois d'un côté faire participer les enfants à la rénovation de leur école, donc finalement en tant qu'architecte intégrer dans la phase de conception des éléments qui seront réalisés avec. Donc faut pas se dire, faut pas partir du principe que c'est une perte de temps parce que bon, on voit les élus, c'est un peu urgent, certains établissements sont vraiment vétustes, il faut quand même prendre le temps. Oui, il faut prendre le temps, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, il y a plein de méthodologies qui font qu'à n'importe quel moment, on peut faire participer les enfants. Que ce soit dans l'imagination du projet de future école, c'est-à-dire en fait en faisant des maquettes, en faisant des plans, en sensibilisant donc, aux matériaux biosourcés, au réemploi, au réusage. Les écoles qu'on rénove, il y a énormément de matériel qui des fois part à la poubelle. Avec un peu d'intelligence finalement humaine et d'ingénierie sociale, on arrive à récupérer plein de choses. Donc on sensibilise les enfants, on les fait participer en conception, mais on peut aussi les faire participer en réalisation. On peut leur faire mettre les mains à la pâte. Et là, c'est un moment de chantier assez formidable. 18 ans, vous arrivez, elle vous amène du Maroc en France. Vous êtes en foyer universitaire, votre mère chez des amis, pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Ben non, parce que bon, c'est très dur la cohabitation dans un studio, pourtant avec une de ses amies de jeunesse. Moi, j'étais en foyer universitaire, mais il y a foyer et foyer. J'étais à Nanterre, c'était pas terrible hein, dans les années 72. Et donc, ma mère a rappliqué et a partagé ma petite chambre d'étudiant, tandis que toutes mes autres voisines avaient leur petite amie, parce que c'est normal, 18 ans, c'est le temps de l'amour. Mais moi, j'avais ma mère. Puis vous débarquez dans une cité HLM, on est à Gennevilliers, et là, vous écrivez, en couvrant également l'époque de l'arrivée de Nanterre, je ne crois pas avoir gardé un seul souvenir heureux de cette période. Mais pas du tout. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai été invitée, parce que c'était la journée des droits de l'enfant, des droits des femmes. Donc le 8 mars. Et j'ai été invitée par le MLAC, le mouvement qui s'était battu pour l'avortement et le droit à l'avortement et à la contraception. Et c'était à Gennevilliers. Et un ami m'a invitée et je lui ai dit c'est incroyable, parce que je ne suis jamais allée plus loin que ma cité. Et je ne savais pas qu'à 100 mètres plus loin, il y avait des femmes extraordinaires qui se battaient pour les femmes, Oui, parce que c'est vraiment ces années-là, le MLAC. Oui, exactement. C'est ces années 70, quoi. Et je les ai découvertes et rencontrées samedi dernier, mais avant, je n'avais jamais bougé de cet endroit clos. Alors ça, j'imagine que cette arrivée de l'intelligence artificielle et surtout son déploiement, son développement impose forcément aux enseignants comme vous de revoir les pratiques pédagogiques, la manière de faire, les évaluations, les cours. Tout ça, c'est une révolution pour vous aussi. Alors les cours, pas forcément au départ, mais en tout cas, la première chose qui a été impactée, c'est le travail en dehors de la salle de classe. Évidemment, aujourd'hui, toute activité doit être revue à la lumière des intelligences artificielles pour essayer de savoir si finalement un élève peut utiliser une IA pour réaliser tel exercice, telle activité en seulement quelques secondes, auquel cas il faut arrêter tout simplement de donner cette activité à la maison. Et puis ensuite, à l'intérieur de la classe, finalement, pour moi, l'intelligence artificielle est en train de continuer quelque chose qu'on avait déjà vu apparaître avec Internet, avec Wikipédia, c'est-à-dire une volonté de rééquilibrer aujourd'hui l'aspect des connaissances par rapport à celui des compétences. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les connaissances étant de plus en plus accessibles par différents moyens, le rôle de l'école est peut-être d'insister davantage sur l'acquisition de certaines compétences. Marseille, forcément, concernant la rénovation du bâti, ça fait les gros titres et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de reportages et aussi. C'est peut-être aussi pour ça que ça a un petit peu bougé. C'est quoi le concours Marseille Ville Récréative ? Marseille Ville Récréative, c'est un concours qui est porté par la revue Topophile, auquel donc, je fais partie, comité éditorial. Topophile, Oui, revue gratuite en ligne qui parle notamment d'architecture scolaire, entre autres, et d'architecture en général, engagée. Et la Fabrique des camps pédagogiques, donc, qui est un collectif, une association qui s'est lancée après le Covid, enfin même pendant le Covid, pour aider et accompagner les enseignants qui étaient un peu démunis à ce moment-là. Et donc maintenant, on a une forme de synergie entre cette revue et cette association, et on a lancé ensemble sur une idée de Thierry Paco, qui est philosophe de l'urbain, le concours de Marseille Ville Récréative. Donc l'idée, c'est, vous venez de le dire, Marseille, c'est 400 écoles à rénover en l'espace de même pas 10 ans. Ils en ont quasiment 90 qui sont lancés, c'est colossal. Ils font un travail qui est vraiment au niveau de la mairie et au niveau des services de la mairie, donc la SPEM, qui est une maîtrise d'ouvrage déléguée, un travail qui est colossal. C'est très dur à mettre en place et ça prend du temps, c'est normal.
qu'en termes de coopération, j'imagine que c'est compliqué à mettre en place tout ça, là, tout ce petit monde, effectivement. Et oui, une mairie qui d'un coup se retrouve à construire. Alors, il faut savoir que c'est le cas pour beaucoup de mairies en France aujourd'hui. Comme on a le décret tertiaire qui impose aux bâtiments publics d'être rénovés, et que les écoles sont un enjeu très ciblé, très important pour toutes les politiques, quel que soit le bord. Voilà, enfin, c'est très compliqué de rénover une école, c'est normal, il faut apprendre comme tout le monde, qu'on soit architecte ou qu'on soit maîtrise d'ouvrage. Et donc, la mairie de Marseille s'est fait accompagner par l'État et par une maîtrise d'ouvrage déléguée, qui est la SPEM, qui en effet fait ce qu'elle peut en prenant de l'expérience petit à petit pour rénover toutes ces écoles. Et donc, comme elle rénove tout le bâti scolaire de Marseille, nous, on a voulu les accompagner et leur proposer en fait de réfléchir, de faire un appel à idées autour de donc, la classe dehors, dans l'espace public, autour des écoles qui vont être rénovées à Marseille. C'est la fin de notre grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, à la régie aujourd'hui, au son, Saïd Mamou, à la réalisation, Xavier Sanchez, maquillage, Laure Redemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.